On ouvre, Olivier, ce journal avec une information tragique. Un soldat de Tsahal a été tué vendredi soir au Liban. Oui, il s'agit de Guy Loder, 21 ans, originaire de Youvalim en Basse-Galilée. Selon les premières conclusions de l'armée, il s'agit vraisemblablement d'un tir ami qui est survenu lors d'une opération dans le village de Shevad au sud Liban. Vers 3h du matin, donc, une unité d'élite de Maglan menait une mission contre des terroristes du Hezbollah. Un soldat a ouvert le feu sur 2 individus suspects. Il appartenait en réalité à la même unité. Guy Loder a été mortellement touché. Un autre soldat est grièvement blessé. Une enquête a été ouverte. Un Shabbat donc sous tension en Israël, Olivier. De nombreuses alertes ont retenti dans le centre du pays et à Jérusalem. Avec des missiles iraniens qui ont frappé plusieurs villes comme Ramat Gan, Bnei Brak, Petar Tikva et Tel Aviv. Il s'agit de missiles à fragmentation qui ont provoqué d'importants dégâts matériels. À Jérusalem-Est également, 2 bâtiments ont été détruits sans faire de victimes. Le bilan fait état de plusieurs blessés légers, principalement touchés par des éclats de verre. Sur le front iranien, l'escalade se poursuit. Benjamin Netanyahou a confirmé des frappes israéliennes contre des installations pétrochimiques en Iran. Oui, des frappes qui sont menées dans le cadre d'une stratégie visant des infrastructures économiques du régime. Dans une vidéo diffusée samedi soir, il affirme que ces sites constituent une source majeure de financement pour les activités militaires iraniennes. Selon lui, après l'industrie sidérurgique désormais largement affaiblie, Israël s'attaque donc à ce qu'il décrit comme la machine économique du régime. L'armée israélienne précise qu'un site clé du sud-ouest de l'Iran a été ciblé, puis une infrastructure utilisée selon Tsahal pour produire des composants entrant dans la fabrication de missiles et d'explosifs. Cet incident relance les critiques contre la décision. On peut passer à l'autre sujet. Polémique, Olivier, en Israël après une décision de la Haute Cour de justice d'Israël. Tout à fait, la Cour a autorisé la tenue d'une manifestation à Tel Aviv malgré le contexte de guerre et les restrictions du commandement du front intérieur. Un rassemblement à la place Abima a réuni hier jusqu'à 600 personnes. Décision prise en plein Shabbat, un fait inédit qui suscite aussi, comme on va le voir, de vives critiques. Au cœur de la controverse, la question de la sécurité. Les juges sont accusés d'avoir mis en danger une foule pour permettre la tenue d'un rassemblement contre le gouvernement. Et les faits sont venus alimenter aussi la polémique puisqu'une alerte au missile a retenti pendant la manifestation. La foule s'est précipitée vers les abris. Une bousculade s'est produite. Un homme d'environ 60 ans a été évacué dans un état critique. Une décision donc qui a provoqué de vives réactions de la part du grand rabbin d'Israël et de personnalités politiques, Olivier. Oui, du côté religieux, le grand rabbin David Yosef dénonce une décision prise en plein Shabbat qu'il qualifie d'illégale dans un État juif. Il accuse aussi les juges de bafouer la Torah et de s'être coupés d'une partie de la population. Son frère, l'ancien grand rabbin Yitzhak Yosef, a tenu des propos encore plus virulents avant de revenir rapidement dessus. Et puis le parti Chasse parle d'une décision arrogante et dangereuse et annonce vouloir engager des démarches contre les juges. Le parti religieux Ashkenaz dénonce également la décision et réclame notamment l'ouverture du Kotel aux fidèles, polémique dont Israël se serait bien passé en pleine guerre. Et Olivier, on termine donc ce journal avec une intervention des forces de sécurité en pleine ville palestinienne. Oui, à Jéricho, très exactement. 3 jeunes Israéliennes et un enfant de 2 ans ont été secourus en zone dangereuse. C'était ce samedi. Ils s'étaient rendus dans la ville classée zone A, donc strictement interdite aux citoyens israéliens. Alertée, la police est intervenue rapidement en coordination avec l'administration civile pour les évacuer. Selon les autorités, il y avait un réel danger pour leur vie. Les jeunes femmes expliquent ne pas avoir mesuré les risques. Elles ont été transférées pour interrogatoire.
Et nous allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce dimanche 5 avril 2026 avec, après plusieurs jours de fortes brumes, comme vous vous en êtes rendu compte, celle-ci devrait se dissiper au cours de la journée. La visibilité donc va s'améliorer, les températures vont baisser, des pluies sont quand même attendues dans le nord du pays et possiblement aussi dans le centre. Demain, une accalmie est à prévoir. Les températures prévues aujourd'hui jusqu'à 18 degrés à Haïfa, 19 à Tel Aviv, il fera jusqu'à 15 degrés ici à Jérusalem, 20 à Beersheva et 25 degrés pour ceux qui passent Pessar à Eilat. La Knesset a adopté la semaine dernière une loi très controversée. Elle prévoit la possibilité de recourir à la peine de mort pour les terroristes palestiniens reconnus coupables d'actes meurtriers portés par le parti d'Itamar Ben-Gvir, Otzma Yehudit. Cette mesure marque un tournant dans le débat sécuritaire, judiciaire et moral aussi en Israël. Texte qui suscite de vives réactions en Israël comme à l'étranger. Alors que prévoit cette loi ? Est-elle applicable ? Et peut-on avoir elle peut avoir un véritable impact ? Ce sont les questions que nous allons poser à notre invité ce matin, Meir Benayoun. Meir, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes représentant du parti Otzma Yehudit, donc de Itamar Ben-Gvir. Dans cette loi, il y a deux choses. Il y a le fond et la forme. On va commencer par la forme très rapidement, parce que c'est peut-être pas la chose la plus importante, le fait que Itamar Ben-Gvir tente d'ouvrir une bouteille de champagne après l'adoption de la loi et que la présidente de séance, qui est une députée de Otzma Yehudit, récite le Shechianu. C'est quoi, à vos yeux ? C'est une célébration légitime ou une provocation ? C'est une célébration non seulement légitime, mais c'est une célébration qui est entièrement en phase avec la tradition d'Israël. De se réjouir de... Absolument. Je veux dire, on vient de fêter, il y a seulement un mois de cela, la fête de Purim. Pour seulement avoir planifié l'extermination des Juifs de l'Empire perse. Aman et ses fils ont été pendus. Ensuite, les Juifs, à cette époque, dans l'Empire perse, dans toutes les localités de Perse, ont pourchassé les antisémites et en ont exécuté 75 000, tel que le relate le livre d'Esther. Mais ce n'est pas une provocation d'essayer d'ouvrir une bouteille de champagne dans la Knesset, un moment quand même assez crucial pour une décision qui est quand même assez cruciale pour l'État d'Israël. Justement, c'est une décision qui est tout à fait en phase avec cette guerre permanente que le peuple juif mène avec ses ennemis exterminateurs. Il ne s'agit pas ici de fêter, de célébrer la peine de mort pour des criminels de droit commun qui auraient pu commettre des crimes absolument crapuleux, absolument horribles. Il s'agit là de fêter, je dis bien fêter, et de se réjouir de la possibilité que le peuple d'Israël rétablit une valeur fondamentale qui est la guerre totale et absolue contre les ennemis d'Israël, telle que la fête de Purim le symbolise. À Purim, très bien. Si vous me permettez d'ajouter, je crois que tous les Juifs, même ceux qui ne sont pas très traditionnels, fêtent la fête de Purim par des repas copieux. Oui, mais peut-être on fête aussi la fête de Purim parce que les Juifs ont été sauvés. Non. Alors justement, il faut se référer aux textes fondamentaux du judaïsme, aussi bien les commentateurs que les sages du Talmud. Il y a un passouk qui dit que Be'abod Reshaim Rina, quand les méchants, les contrevenants, c'est-à-dire les méchants, ce ne sont pas des gens, un méchant qu'on rencontre dans la rue qui nous fait un sale coup parce qu'on s'est garé à sa place. C'est un méchant, c'est quelqu'un qui est méchant fondamentalement vis-à-vis du peuple juif. Les hitlériens, les pendus du procès de Nuremberg, les terroristes qui ont commis des crimes horribles, quand ces gens-là, on les met à mort, c'est une joie. Alors, on va pas rentrer dans... On pourrait faire une autre émission, peut-être qu'on la fera d'ailleurs, sur un débat religieux, moral, halakha, etc. C'est un débat de la tradition juive. On pourrait le faire une autre fois. Beaucoup de gens faire sans même connaître les textes fondamentaux. Alors, on pourrait le faire une autre fois, mais je voudrais qu'on parle plus aussi de la forme de cette loi. Absolument. Et je voudrais vous poser la question qui est revenue beaucoup et qu'on se pose beaucoup, que je me pose aussi personnellement. Est-ce que cette loi est applicable ? D'abord,
Et je vais expliquer pourquoi je pose cette question. D'abord, elle n'est pas lorsqu'on la lit, on lit cette loi, on voit qu'elle n'est pas rétroactive, donc elle n'est pas applicable aux terroristes du 7 octobre. Chose qui quand même aurait pu, d'une certaine manière, dire que voilà, si les terroristes du 7 octobre avaient été dans cette loi, ça aurait été peut-être un changement. Mais en tout cas, elle n'est pas applicable, elle n'est pas rétroactive. Deuxièmement, il est stipulé que pour faire condamner donc un terroriste à la peine de mort, il faut prouver qu'il a tué dans le but de nier l'existence de l'État d'Israël, ce qui juridiquement est pratiquement impossible à prouver. Et puis dernière chose, cette loi permet aux juges de condamner à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité, c'est-à-dire que les juges ont le choix. Et dans l'état actuel des choses, je pense que beaucoup de personne pense que les juges choisiront vraiment plus la réclusion à perpétuité que la peine de mort. Est-ce que vraiment cette loi va être applicable ? Là, vous soulevez un problème fondamental. Et si j'ose dire, vous soulevez le problème que la plupart des gens dans le public israélien s'identifient avec, c'est-à-dire cette espèce de frustration de voir qu'une loi qui est souhaitée, qui est une aspiration israélienne depuis de nombreuses années. J'ai ici plusieurs sondages qui ont été effectués. J'ai un sondage qui a été effectué au mois de novembre dernier, après le vote en première lecture, qui stipulait que... Pardon, excusez-moi, c'est pas celui-là, c'est ici. Ça a été publié par Israël Hayom, un sondage effectué par l'Institut Roshink, qui établissait que 70% des personnes interrogées étaient favorables, souhaitaient la peine de mort pour les terroristes. 21% étaient contre et 18% n'avaient pas d'opinion. On pourrait dire que c'est un sondage qui a été effectué suite au 7 octobre. Alors il y a énormément de sondages qui ont été effectués sur cette question depuis plusieurs années. Essayez de me répondre sur ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est important au préalable pour pouvoir bien élucider cette question. J'ai un sondage ici que j'ai retrouvé de Maariv qui date du 2 août 2017, bien avant le 7 octobre, qui établissait à peu près les mêmes choses. C'est que, sondage, 70% des Israéliens sont pour la peine de mort pour les terroristes. Donc là, vous exprimez cette frustration du public israélien, cette frustration qui est mienne, et cette frustration qui, j'ose dire, j'ai été présent lors de certains débats, des audiences qui ont eu lieu à la Knesset, à la commission de la sécurité interne qui est présidée par notre député de Otzma Yehudit, Tzvika Fogel, qui est un ancien général de brigade, qui menait d'ailleurs ces séances d'une main de maître, je tiens à le dire, où des centaines de spécialistes de toutes les disciplines ont été invités, des gens de l'administration pénitentiaire, des anciens des services de sécurité, du renseignement, de la police, des docteurs, des philosophes, des rabbins. Une légère digression, j'en profite pour un peu faire une mise au point par rapport à une couverture qui a été établie par notre ami Pascal Zonshine à l'antenne de Radio J, qui disait que ce projet de loi était une provocation en quelque sorte. Elle n'est pas là pour répondre, donc on va peut-être pas. On va peut-être pas en parler. Moi, j'étais pas là pour lui répondre au moment. Alors j'en profite ici pour répondre. Il y a eu ça fait depuis 2 ans qu'il y a eu des audiences. C'est un travail sisyphien. Oui, mais en fin de compte, comme on le voit, cette loi va avoir du mal, qu'on soit pour ou contre, c'est pas la question maintenant, mais on a l'impression que cette loi ne va pas être applicable et que, en fait, toute cette loi, c'est une démarche politique de Itamar Ben-Gvir. Je veux dire, d'abord, c'est pas une démarche politique de Itamar Ben-Gvir. Le parti Otzma Yehudit n'est pas le parti de Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir est le chef, quand même. Le premier sur la liste. Le parti Otzma Yehudit a été fondé par le docteur Michael Ben-Ari, par Baruch Marzel. Donc, cette loi est l'un des fondamentaux de c'est vrai qu'il en parle depuis des années. C'est vrai qu'il en parle depuis des années. Que Itamar Ben-Gvir ne soit notre représentant sur le chef de liste à la Knesset. Donc, essayer de personnaliser comme ça, c'est vraiment très simpliste, c'est vraiment très sommaire. Mais est-ce que vous êtes frustré, par exemple, vous qui souhaitez cette peine de mort depuis des années, est-ce que vous êtes frustré par cette loi ? Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai assisté à quelques-unes des audiences, et tout le travail des audiences, il y avait les conseillers juridiques de la Knesset, de partout.
vous en avez parlé d'ailleurs dans l'ouverture dans vos informations, la haute cour de justice qui s'arroge des droits qu'elle n'a pas, qui s'arroge le droit en temps de guerre de permettre une manifestation alors que n'importe où ailleurs on peut pas prier, ce qui est tout à fait normal en temps de guerre, de même que on peut pas se réunir à plus de 50 personnes. Tout d'un coup, en plein Shabbat, elle décide que 600 personnes peuvent manifester à Tel Aviv. Au même moment, il y a eu une alerte et il y a une personne qui va peut-être mourir à cause de la cohue qui s'en est suivie. Vous avez là la cour de... beaucoup d'audiences qui ont eu lieu à la Knesset, c'était pour savoir comment faire pour que cette loi ne soit pas disqualifiable par la haute cour de justice. Donc cette loi a été énormément, excusez-moi l'expression, castrée. Toutefois, il est probable même que la Cour de justice qui se permet d'annuler des lois fondamentales, qui se permet de faire comme bon lui semble dans le pays... Il y a une requête qui a été déposée d'ailleurs. C'est une possibilité dont on peut parier qu'elle aura cours. Toutefois, et c'est énorme, on a ouvert une brèche. C'est pas une brèche pour faire de la pub, c'est pas une brèche pour faire de la provocation, c'est une brèche pour mener à bien cette guerre fondamentale qu'a l'État d'Israël avec le djihadisme. Ouais. Quand vous avez 80% des habitants de Judée-Samarie arabes qui s'identifient avec ce qui a été fait le 7 octobre, quand vous avez la même chose encore dans la bande de Gaza, quand vous avez dans la plupart des communautés musulmanes dans le monde qui approuvent ce 7 octobre, qui disent que c'est un acte de résistance, la guerre d'Israël doit dire celui qui lève la main contre un juif au hasard pour lutter contre l'État d'Israël, il n'a pas le droit de vivre. Alors justement, sur ce sujet... Et ça, c'est du judaïsme. Ça, c'est de la Torah. Alors, ça... C'est pas de la Torah édulcorée à mentalité angolisée. Ça, on pourrait aussi en faire un débat. On pourrait faire aussi un débat. Mais sur ce sujet, sur le sujet de la dissuasion et sur le sujet dont vous parliez, donc de ces Arabes palestiniens qui vivent en Judée-Samarie et qui ont soutenu le 7 octobre, à quoi va servir cette loi si elle est appliquée ? Puisqu'on sait que beaucoup de terroristes palestiniens, du djihad, comme vous les appelez, cherchent justement la mort. En quoi cette loi peut-elle les dissuader ? On sera d'accord avec eux, on leur donnera la mort. Et je vais vous expliquer une autre chose, c'est qu'on constate depuis 1985, ça fait déjà 40 ans, que toutes les libérations, les grandes libérations de terroristes pour pouvoir faire libérer des otages, ont conduit à une aggravation du terrorisme. L'exemple le plus flagrant, c'est Yahya Sinwar. Je citerai à ce titre Betty Lahat, qui était l'une des cadres de l'administration pénitentiaire, qui était effarée quand elle connaissait Yahya Sinwar personnellement. Yahya Sinwar, non seulement n'a pas été condamné à mort, mais en fait, ça ne va pas dissuader donc les terroristes de faire des attentats. Il y a toute une panoplie. Déjà, c'est une chose de venir dans une action terroriste, de se faire tuer dans le feu de l'action, mais de se faire condamner à mort. D'attendre la peine, c'est quelque chose qui peut avoir une part de dissuasion. Ça a été d'ailleurs entériné par des gens des services de sécurité, par des gens de l'administration pénitentiaire qui côtoyaient ces terroristes. C'est pas seulement évidemment la peine de mort, il y a toute une panoplie, c'est-à-dire faire en sorte que dans les prisons israéliennes, les prisonniers terroristes, le régime qui les régit soit le minimal syndical de la loi internationale. Itamar Ben-Gvir a essayé de faire déjà depuis le 7 octobre. Il le fait déjà et ça a une amélioration. Il y a déjà moins d'attentats terroristes. Est-ce qu'on ne risque pas de faire des symboles de ces terroristes des meurtriers ? C'est-à-dire si vous vous baladez à Khawara, régulièrement, pas seulement à Khawara, à Shrem, à Ramallah, à Bethléem, régulièrement, vous avez des défilés avec les élèves des écoles de l'autorité terroriste nazi-islamiste palestinienne de Ramallah qui défilent avec les portraits des terroristes du djihad, que ce soit Yahya Sinwar, Yahya Ayash, etc., etc. C'est une culture de la mort, c'est une culture nazie, dans toute l'acception du terme. Et nous devons faire la guerre contre cela, ne pas accepter. On n'ouvre pas la porte. Est-ce que c'est en instaurant la peine de mort qu'on peut faire la guerre ? Entre autres. Alors, je voudrais parler aussi d'un autre sujet qui est très important, et c'est sur le plan international.
une loi qui a été critiquée, mais on s'y attendait par de nombreux pays, des instances juridiques internationales. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le moment de faire passer cette loi alors qu'Israël mène une de ses guerres les plus importantes et de s'attirer une nouvelle fois les foudres de l'opinion internationale? Mais je crois que l'opinion internationale n'avait pas besoin de ça pour avoir des foudres. Peut-être que c'était pas besoin de leur ajouter encore une raison. Non, mais je crois que je veux dire, quand vous avez un fardeau d'une tonne et demie sur le dos, si on vous ajoute 1 tonne et demie et plus 1 kilo, c'est la même chose. Je veux dire, ça, c'est ridicule. On a l'habitude. Moi, je suis dans les réseaux sociaux régulièrement. Il y a aujourd'hui une avalanche antisémite primaire, que même ce qu'il y avait avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est rien du tout à côté. On le voit de la part d'énormément de personnalités, même des personnalités de la droite française ou américaine. L'antisémitisme n'est pas tout à fait ce qu'on soutient aujourd'hui en Israël, que c'est l'apanage de la gauche islamo-gauchiste. C'est aussi la droite. On voit j'aurais pu me faire interviewer là-dessus. Vous voyez aujourd'hui des médias de la droite française comme TV Liberté, comme Radio Courtoisie, qui aujourd'hui communiquent un antisémitisme absolument primaire, évidemment en prenant comme tremplin la situation au Moyen-Orient. La peine de mort à la cour dans énormément de pays, en commençant par les États-Unis. Et encore, pour les pays arabes, on ne peut pas les prendre comme exemple. En général, ce ne sont pas des pays démocratiques. À propos de démocratie, il y a beaucoup de gens qui font un réel hold-up sur la démocratie israélienne, qui veulent lui dire comment faire, et qui disent, nous, au nom de la démocratie, cette loi est une loi antidémocratique. Je ne comprends pas comment une loi est antidémocratique quand elle est soutenue par 70% du public israélien, par 81% du public juif. À moins que le public juif israélien, c'est un public qui est sous tutelle, qui n'a pas le droit au chapitre, et qui doit être, mis comment on dit, apotrophos, un tuteur, qui doit avoir un tuteur sous l'image de juifs intellectuels étrangers comme Alain Finkielkraut, comme Nathan Dever ou Hannah Assoulin, ou des gens comme ça qui Vous comprenez quand même qu'une partie de la population israélienne est choquée par cette loi? Vous savez, une partie, on est toujours choqué par les lois quand c'est pas nous, quand on ne s'identifie pas à ces lois. Je veux dire, moi aussi, il y a des lois qui avaient été, comme l'évacuation du Gush Katif en 2005, c'était révoltant. On a manifesté, on a fait ce qu'on a pu, mais on a été obligé de l'accepter, sauf. Alors on ne va pas me fermer le coup maintenant, quand 70%, je tiens à le dire, c'est pas seulement la droite israélienne, c'est aussi une grande partie de l'opposition israélienne, des partis de la gauche. Bien que aussi, cette loi, même si elle a été votée à une grande majorité, je crois... Une grande majorité, 62%, donc pas une grande majorité, mais en tout cas une majorité. La majorité absolue. Une majorité absolue. Certains députés, même de droite, même s'ils restent dans l'anonymat, se sont exprimés contre cette loi. Pour des raisons de coquetterie, si j'ose dire. Et le fait que Itamar Ben-Gvir fasse passer cette loi, c'est pas non plus des raisons de coquetterie, c'est pas une raison politique. On va pas reprocher à des policiers, on va pas se cacher derrière son petit doigt. La politique, c'est la politique. Mais cette loi-là, c'était avant même, c'était même à l'époque où, quand je venais ici, je me rappelle, vous me disiez, vous passez pas le seuil d'éligibilité. C'est une loi que depuis des dizaines d'années, en ce qui me concerne, ça fait depuis trentaine d'années, nous étions révoltés par le fait que des terroristes qui ont commis des horreurs innommables puissent être libérés de prison quelques années après. Et en plus, intensifier la lutte du terrorisme contre Israël. Il nous reste 1 minute pour terminer. Comment vous voyez la suite de cette loi? Vous voyez qu'elle va être invalidée par la Haute Cour? Il y a de fortes chances qu'elle soit invalidée par la Haute Cour. Et quelle sera la suite? Vous savez, aujourd'hui, le thème principal, nous avons une guerre extérieure avec le nazi-islamisme, avec l'Iran, avec tous les proxys, avec tous les gens qui veulent la disparition d'Israël. C'est une guerre très très difficile. Nous avons aussi une guerre intérieure vis-à-vis de gens qui ne veulent pas laisser le peuple d'Israël exprimer ses aspirations. C'est une guerre d'indépendance, enfin, en quelque sorte. C'est un peu comme la Révolution française en 1789. Je ne dis pas qu'il faut prendre la Bastille et couper la tête au roi Louis XVI, loin de là. Mais on a une lutte. Aujourd'hui, il faut la mener de façon réfléchie, de façon modérée,
Parce que sinon, ça peut vite glisser sur une guerre civile. Dieu préserve. Meir Ben-Aoun, représentant de Otzma Yehudit, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, je voudrais quand même vous souhaiter Moadim Lesimcha, vous aussi, bien sûr, toute la communauté ici à Jérusalem et en Israël. Merci d'avoir été avec nous, Meir. À bientôt. Merci. Il y a une question centrale ce matin dans la presse israélienne, Olivier. Est-ce que Donald Trump est réellement prêt à aller jusqu'au bout face à l'Iran ? Oui, c'est Yoav Limor dans le Israël Hayom qui essaye de répondre à cette question. Et malgré un nouvel ultimatum de 48 heures, le doute persiste, d'autant que selon l'analyse, Trump n'a pas toujours tenu ses menaces. Et de ces dernières semaines, en arrière-plan, un enjeu majeur, comme vous le savez, le détroit d'Ormuz et ses conséquences sur le prix du pétrole. Côté israélien, l'inquiétude reste forte sur les 440 kilos d'uranium enrichi encore détenu par l'Iran. Conclusion de Yoav Limor, une guerre qui s'installe sans véritable stratégie claire ni horizon précis. Et pour Ariel Kahana du Israël Hayom, la stratégie de l'Iran est claire, Olivier. Oui, il s'agit pour le journaliste d'une guerre d'usure, mais surtout psychologique. Mais faute de pouvoir gagner militairement, Téhéran joue sur un autre terrain, les perceptions, les émotions et les fragilités des sociétés occidentales. Objectif, faire croire que le coût de la guerre est insupportable et pousser à un arrêt prématuré des combats. Même les salves de missiles les plus nombreuses pendant les fêtes, explique-t-il, relèvent davantage de l'effet psychologique que d'un véritable changement militaire. En ligne de mire, Donald Trump qui chercherait déjà, selon l'article, une porte de sortie sans perdre la face. Et de conclure, pour l'Iran, la bataille décisive ne se joue pas seulement sur les terrains, mais aussi dans les esprits. Dans le Ma'ariv, confirmation ce matin d'un nouveau cap dans la stratégie israélienne face à l'Iran. Et Binyamin Netanyahou qui a annoncé hier que Tsahal a frappé des installations pétrochimiques après avoir déjà ciblé l'industrie sidérurgique iranienne. C'est le Ma'ariv qui nous rapporte cette information. Objectif, s'attaquer directement aux ressources économiques du régime. Selon le Premier ministre, ces secteurs constituent la principale source de financement du terrorisme iranien. L'armée précise aussi que ce site visé jouait un rôle clé dans la production de composants utilisés pour les missiles balistiques et les explosifs. Autrement dit, Israël ne cible plus simplement les capacités militaires, mais aussi le moteur économique de la guerre. Et puis un scénario inédit évoqué ce matin dans le Ma'ariv. Selon des sources israéliennes, l'échec du Liban face au Hezbollah pourrait ouvrir la voie à un rapprochement inattendu entre Israël et la Syrie, Olivier. Oui, totalement inattendu, puisque c'est un constat qui s'est fait du côté israélien. Il n'y a plus d'interlocuteur crédible au Liban, ni gouvernement capable, ni armée prête à affronter le Hezbollah. Résultat, pour le Ma'ariv, en tout cas, une nouvelle hypothèse émerge. Un partage de facto des rôles. L'Israël agirait au sud Liban et le régime syrien au nord, avec un objectif commun, affaiblir le Hezbollah. Il ne s'agirait pas d'une alliance formelle, mais d'un intérêt stratégique convergent. Des contacts directs ou indirects seraient même déjà à l'étude, selon le quotidien. Conclusion du Ma'ariv, face au vide libanais, une recomposition régionale pourrait être en train de se dessiner avec des partenaires hier encore impensables. Et concernant la décision polémique de la Cour suprême, un commentaire très critique ce matin signé Amit Segal. Mais je vous rappelle que la Cour suprême a permis pendant le Shabbat la tenue d'une manifestation avec 600 personnes. C'était hier soir à Place Habima, donc à Tel Aviv, une manifestation contre le gouvernement. Et Amit Segal fait un parallèle avec la période du Covid. À l'époque, écrit-il, les concerts étaient interdits, mais les artistes pouvaient se produire lors des manifestations à Balfour contre le gouvernement avec l'aval de la justice. Selon lui, le virus ne faisait pas la différence entre un concert et une manifestation. Et aujourd'hui, écrit-il, les missiles iraniens non plus. Peu importe donc la nature du rassemblement, le danger reste le même.
ajoute le journaliste de la chaîne 12. Il accuse donc la justice israélienne d'avoir fait preuve d'irresponsabilité hier et de continuer aujourd'hui. Enfin, il prend ses distances aussi avec les propos du grand rabbin jugé déplacé. Conclusion très dure du journaliste. Pour lui, Israël donne aujourd'hui l'image d'un pays sans véritable pilote. Et puis, Olivier, cette polémique juridique qui prend de l'ampleur aussi autour du Kotel. Oui, le Israélium qui nous annonce ce matin qu'une requête a été déposée en urgence devant la Cour suprême siégeant donc à Jérusalem. Un objectif, autoriser des prières de masse au Kotel, même en période de guerre. Les requérants dénoncent une atteinte grave aux libertés fondamentales, liberté de culte, égalité, dignité humaine. Et surtout, ils pointent une incohérence. D'un côté, des manifestations sont autorisées comme celle de samedi soir à Tel Aviv. De l'autre, les prières collectives sont limitées, y compris dans les espaces protégés. Pour eux, il s'agit clairement d'une discrimination. Un chiffre qui interpelle ce matin, Olivier. Plus de 2100 Israéliens ont été blessés, non pas par des missiles, mais en courant vers un abri. Et c'est le Yediot Ahronot qui rapporte ces données du ministère de la Santé, des blessures qui ont eu lieu depuis le début de l'opération Rugissement du Lion. Et la grande majorité ne sont pas liées à l'impact des roquettes, mais à la panique. Un autre enseignement marquant d'une étude menée par l'hôpital Rambam, 88% des blessures surviennent à l'intérieur même des habitations sur le trajet vers la chambre forte. Autrement dit, le danger n'est pas seulement à l'extérieur, il est aussi dans le couloir de la maison. Conclusion du quotidien, il faut continuer à se protéger, mais sans paniquer. Et puis Olivier, nous terminons cette revue de la presse israélienne avec le Yediot Ahronot et le témoignage bouleversant ce matin du commandant du bataillon de la reconnaissance de la brigade Nahal. Oui, avec 4 soldats israéliens qui ont été tués la semaine dernière lors d'un combat à très courte distance dans un complexe fortifié du Hezbollah. Le commandant raconte une scène extrêmement rapide, quelques minutes seulement, un face-à-face à quelques mètres dans un espace confiné où plusieurs terroristes étaient dissimulés. Résultat, 4 soldats touchés mortellement. Il parle de combattants d'exception, mais au-delà de la douleur, un message de ce commandant, la détermination, malgré les pertes, il affirme « Nous ne nous arrêterons pas, nous continuerons jusqu'à éliminer cette menace et ramener le calme au nord ». Allons parler à présent du président Donald Trump et jusqu'où est-il prêt à aller dans cette guerre contre l'Iran. Et pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir notre invité Yehuda Venrob. Yehuda, merci, professeur Yehuda Venrob, merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet. Boker Tov à vous. Boker Tov, bonjour et merci à vous. Alors, on va essayer d'essayer de décrypter un peu cette attitude un peu incompréhensible quand même de Donald Trump, où des fois il donne des menaces, comme ce samedi où il a annoncé que si dans 48 heures le détroit d'Ormuz n'était pas réouvert, les portes de l'enfer se ouvriront contre l'Iran. Et puis des fois, il parle de pourparlers qui se passent entre des dirigeants iraniens, des responsables iraniens et des Américains. Comment vous analysez, vous, cette attitude du président Trump et comment, d'après vous, où va le président américain? En ce qui concerne ce que M. Trump avait dit, je pense qu'il faut le regarder dans l'optique de sa stratégie. Elle avait écrit un livre sur l'art du deal et il a dit expressément qu'il ne faut pas vraiment divulguer les stratégies à ses ennemis. Alors je pense que maintenant on est en train de tâter de voir où il va aller, mais je pense qu'il a certaines donnes. La situation est imprévisible. Il faut tenir compte, bien sûr, des objectifs militaires que les États-Unis avaient fixés, mais aussi la situation politique aux États-Unis et les conséquences de chaque action sur la région. Alors, on va revenir sur la situation politique intérieure aux États-Unis, mais je voudrais qu'on revienne un peu à ce qui se passe aujourd'hui en Iran et
plus particulièrement cette histoire du détroit d'Ormuz, qui semble être un déclencheur d'une escalade majeure. Jusqu'où, justement, et pourquoi c'est tellement important pour Donald Trump, justement, ce détroit, ce passage pour les navires, et jusqu'où Donald Trump est prêt à aller, justement, dans cette guerre qui paraît être une guerre économique. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une guerre qui a une facette économique très, très importante. D'abord, les détroits d'Ormuz, c'est extrêmement important dans les médias parce qu'il y a à peu près 20% du pétrole mondial qui y passe. Et le fait que l'Iran est capable de maintenir un blocus sur ces détroits donne un certain leverage à l'Iran et également a fait monter les prix de pétrole. Et cela se rapporte aussi avec ce que j'avais mentionné, qu'il y aura bientôt, d'ici 7 mois, des élections mi-terme aux États-Unis et le Parti républicain, si la situation économique continue, les prix continuent à monter, risque de perdre du terrain là-bas. Mais il y a d'autres facteurs. Alors, les États-Unis voudraient que ces détroits soient libérés. Il y a des façons d'obtenir cela. Il a fait déjà déployer des porte-avions, des groupes de porte-avions, envoie des Marines dans la région. Il peut peut-être bombarder certaines îles stratégiques qui contrôlent l'accès des détroits d'Ormuz de l'air, mais cela impliquerait des ripostes iraniennes peut-être sur des alliés dans le Golfe et peut-être aussi sur Israël. Et cela, il doit mettre dans sa balance entre cela et les buts qu'il veut obtenir. Il y a également de très très mauvais souvenirs aux États-Unis de Vietnam, la guerre dans le Vietnam et l'Afghanistan. Et bien sûr, le peuple ne voudrait pas voir inutilement des boots on the ground, une présence militaire dans à l'Iran. Alors, je pense que le président Trump préférait une option qui n'impliquerait pas le déploiement de soldats des forces américaines sur le terrain. Ouais. Mais bien sûr, l'ouverture des détroits d'Ormuz, c'est importante. La récupération de l'uranium enrichi qui est quelque part d'une manière souterraine est aussi importante. D'empêcher l'Iran d'obtenir une bombe A est extrêmement important, et aussi de dégrader la possibilité d'attaque de missiles. Cela, plus ou moins, c'est légal aux options, aux souhaits d'Israël. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant, Yehuda, de ce qu'on a déjà un peu parlé, de l'opinion publique américaine. Alors, vous l'avez dit, le Parti démocrate s'oppose à cette guerre, et aussi on voit qu'il y a on va dire un relâchement par rapport à l'État d'Israël chez les démocrates, mais aussi je voudrais savoir un peu quelle est la situation chez les républicains. Est-ce que dans le parti de Donald Trump, on se rappelle que Donald Trump avait fait une campagne justement pour que les États-Unis redeviennent une puissance, une force, mais à l'intérieur surtout du pays. En quoi cette guerre, justement, va par rapport à ce que Donald Trump avait dit pendant sa campagne électorale? Et est-ce que, justement, dans son propre parti, est-ce qu'il est encore soutenu? Dans son propre parti, et les sondages l'ont affirmé, il est soutenu. La majorité des électeurs républicains soutiennent cette opération. Quand même, on peut voir qu'il y a certaines voix au sein du Parti républicain
tels que Carlson et peut-être un sénateur qui a voté contre la guerre, qui met en doute cette guerre. Mais la plupart des électeurs républicains soutiennent Donald Trump. En ce qui concerne l'opinion publique américaine, à peu près, d'après des sondages de Reuters et Ipsos, 60% s'opposent à la guerre, 35% soutiennent la guerre, et il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment d'opinion. Mais en fait, il y a quand même une hausse dans l'opinion publique américaine de ceux qui sont contre la guerre. Pour terminer, Yehuda Avenrob, concernant justement cette façon de faire de Donald Trump, de dire une fois, de menacer l'Iran et après de parler d'éventuels pourparlers avec l'Iran, vous pensez qu'en fin de compte, c'est une véritable stratégie et c'est pas une improvisation en fait? Non, je pense que c'est une stratégie. Bien sûr, d'ici 2 jours, on va voir quels seront les résultats. Il voudrait obtenir certains buts. L'Iran, de sa part, je suppose, essaierait de dire ce qui plairait au président Trump et essayer de continuer à jouer pour du temps. Mais c'est une stratégie de la part du président Trump. Je suppose s'il est possible de ne pas déployer des forces sur le terrain, il ferait cette option, mais on ne sait jamais. Bien. Très bien. Merci beaucoup, professeur Yehuda Avenrob, pour cette intervention et ces explications. Bonne journée et Moadim Lesimcha. Bonne journée, Moadim Lesimcha. Bonne fête. Si vous recherchez sur Wikipédia en anglais l'entrée sionisme, vous tomberez entre les lignes sur la phrase suivante. Les sionistes voulaient créer un État juif en Palestine avec le plus de territoire possible, le plus de juifs possible et le moins d'arabes palestiniens possible. En consultant l'entrée Israël, on découvre qu'en réponse aux événements du 7 octobre menés par le Hamas, Israël aurait commencé à commettre un génocide des Palestiniens à Gaza, formulation qui d'ailleurs renvoie même à une page entière consacrée à ce sujet. À l'inverse, du côté palestinien du conflit, la page Hamas présente l'organisation comme un mouvement politique doté d'une branche armée. Les événements du 7 octobre y sont évoqués en une demi-phrase comme ayant déclenché l'une des guerres contre Israël, tout en renvoyant vers une entrée séparée. Et la mention du terrorisme n'apparaît qu'au dernier paragraphe de l'introduction, précisant que des pays comme l'Australie, le Canada, l'Équateur, Israël et d'autres ont défini le Hamas comme une organisation terroriste. Quiconque tente de modifier ces pages découvre rapidement que le conflit israélo-palestinien est considéré comme un sujet hautement controversé. Preuve en est, la rédaction et la réécriture des entrées qui s'y rapportent sont réservées aux éditeurs expérimentés et chevronnés. De plus, la phrase citée plus haut dans l'introduction de l'article « Sionisme » a été définie lors d'un vote l'an dernier comme relevant d'un point de vue neutre, neutral point of view, dans le jargon de Wikipédia, et est bloquée à toute modification depuis février 2025. L'édition doit cependant rouvrir ce mois-ci et les camps opposés, dont certains, selon des experts, peuvent clairement être liés à des organisations terroristes, se préparent déjà à la reprise des débats et des batailles éditoriales. La grande promesse avec laquelle Wikipédia est entrée dans le monde en 2001 était la démocratisation du savoir humain et son accès libre et gratuit pour tous. En théorie, la plateforme offre transparence, recoupement des sources et neutralité, ce qui en fait la plus grande base de connaissances existantes. En pratique, la réalité est bien moins reluisante. Un groupe restreint et organisé d'éditeurs anti-israéliens
a, selon de nombreux témoignages, pris le contrôle des entrées liées à Israël et au conflit. Le fait que chacun puisse éditer, combiné à un modèle qui confère un pouvoir considérable aux contributeurs anciens, souvent anonymes, ouvre la porte à des biais idéologiques, politiques ou commerciaux. La sagesse des foules peut alors conduire à l'effacement ou à la déformation des faits au service de groupes de pression aux intérêts bien définis. C'est le combat quotidien des éditeurs juifs et pro-israéliens, particulièrement sur Wikipédia en anglais depuis près de 2 ans. Pour des millions d'utilisateurs, environ 15 milliards de consultations mensuelles selon les chiffres de la plateforme Wikipédia. Wikipédia constitue pour eux une source de savoir de référence. Plus encore, en raison de son ampleur et de la crédibilité qui lui est accordée, elle alimente directement les modèles d'intelligence artificielle, ce qui ouvre la voie à une réécriture durable de l'histoire. En 2024, un rapport destiné au Congrès juif mondial met en évidence un biais anti-israélien sur la plateforme. De nombreux articles y présentent Israël comme un État colonial et d'apartheid, tout en minimisant les menaces sécuritaires et le terrorisme. On y découvre aussi des tentatives organisées de suppression d'articles documentant les événements du 7 octobre, immédiatement après leur survenue. Des alertes similaires avaient déjà émergé auparavant. Plusieurs organismes de surveillance de Wikipédia ont évoqué le Gang of 40, un groupe d'environ 40 éditeurs chevronnés ayant réalisé près d'1 million de modifications sur 10 000 articles, principalement entre janvier 2022 et septembre 2024. Ils ont en fait remodelé profondément la manière dont Israël est présenté, mais le phénomène est bien plus vaste. Un groupe hétérogène de plus de 100 activistes, hommes et femmes, travaillant de façon systématique, animés par une affinité idéologique, s'active à délégitimer l'État d'Israël. Ces actions ont également été identifiées dans un rapport de l'Anti-Defamation League qui révèle une coordination opérationnelle en temps réel d'une trentaine d'éditeurs via la plateforme Discord. D'autres encore ont été repérés grâce à l'analyse de schémas récurrents de modifications biaisées sur un très large éventail d'articles sensibles. Même en l'absence de coordination formelle explicite, l'examen des contenus révèle une action concertée visant à empoisonner l'écosystème du savoir. Les chercheurs, les experts en communication et spécialistes de la désinformation s'accordent. Wikipédia est aujourd'hui un champ de bataille stratégique parce qu'elle alimente Google, Bing et les modèles d'intelligence artificielle. La manipulation de ces contenus ne façonne pas seulement le présent, mais aussi la mémoire collective de demain et laisse d'autres écrire l'histoire.